à sortir de l'ère des héros. Est-ce que l'excellence serait la clé d'une organisation résiliente? Donc, je vais quand même me présenter, hein, si jamais vous ne me connaissez pas déjà. Donc, je suis coach agile et qualité indépendant. Voilà, dans les coins de la slide, j'ai mis des liens si vous voulez retrouver. Il y a mon site un peu pro si vous voulez travailler avec moi. Il y a mon Twitter, n'hésitez pas à partager, tout plein de belles choses, etc. Et puis, il y a aussi le lien vers Scrum Life, puisque je suis aussi le créateur de Scrum Life. Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Et puis, ce qui va être la transition vers la slide suivante. Voilà, si vous connaissez pas déjà Scrum Life, allez voir quelques vidéos. Vous êtes à l'Agile Tour Bordeaux, donc je pense que l'Agile, ça doit vous parler ou au moins vous intéresser. Regardez quelques vidéos, je suis sûr que ça vous intéressera. Puis si vous êtes déjà fan, c'est super et continuez. Voilà. Alors, on va quand même faire les remerciements, c'est bien normal, aux sponsors, aux sponsors d'Agile Tour Bordeaux. Comme à chaque fois, sans les sponsors, c'est des événements qui ne pourraient pas être possibles, même si cette année, effectivement, c'est assez spécial. Mais donc voilà, donc merci aux sponsors. Alors donc, on va revenir sur le titre. Qu'est-ce que l'ère des héros? Puisque donc c'est dans le thème, sortir de l'ère des héros. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ère des héros, je vais vous donner cette définition-là. C'est une situation, un contexte où on a une organisation qui est assez chaotique. Si vous me passez le mot, c'est le bordel. Voilà, donc c'est le chaos, ça pousse dans tous les sens. Et pourtant, eh bien, ça tourne, ça fonctionne, ça s'effondre pas malgré ce chaos. Et peut-être même que, au-delà du fait que ça tourne, peut-être même que le projet, le produit ou les projets, les produits sont quand même des réussites. Voilà, ce qui est assez intriguant, comment ça se fait qu'on soit dans cette situation qui n'est pas du tout carrée, ça marche un peu n'importe comment, et pourtant, ça tourne, voire c'est une réussite. Et donc, vous vous en doutez, la clé, la différence, l'élément spécial dans l'ère des héros, ce sont les héros, justement. Donc, je vous propose qu'on se pose la question de c'est quoi ces héros? Donc pour ça, on va faire un peu une galerie de portraits. On va faire le tour d'un certain nombre de héros pour voir, pour essayer pour caractériser justement ce rôle, ce type de personnage, ces héros. Donc le premier portrait de héros que je vais vous partager, c'est un développeur. Voilà, donc développeur logiciel. La plupart des exemples que j'ai donnés vont être dans le domaine du logiciel. Et puis quelqu'un vient le voir, c'est peut-être la MOA, le département marketing, le patron, un manager, voilà. Quelqu'un vient le voir et puis il lui dit « Ok, voilà, maintenant, il faut développer ça, vas-y. » Voilà. Puis il lui dit « Tiens, il faut faire ça. » Il donne le post-it. Voilà, le post-it. Sur le post-it, il y a écrit « Intégration CRM ». Et il n'y a strictement rien d'autre. Voilà. Ça parle peut-être à certains d'entre vous, certains appellent ça l'aspect post-it. Et c'est tout ce qu'il a. Il a un post-it avec marqué dessus « Intégration CRM ». Et il va y arriver. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, intégrer un CRM, pour c'est assez compliqué dans le sens où il y a plein de champs, plein de valeurs, on les branche à quoi, on va répondre à quel besoin, c'est pour aider quoi, c'est pour faire qui. Ce développeur, il va faire le tour de la boîte pour collecter toutes ces infos, pour remettre au clair. Il va définir plein de choses, il va tester, il va challenger, il va aller jusqu'au bout, il va tout faire tout seul. Et donc, ça va marcher. Il va y arriver, il va faire un truc qui marche. À la fin, tout le monde sera super content de ce qu'on aura tous fait. Il aura un petit peu tout fait de A à Z. Voilà, il a porté le sujet littéralement. C'est un héros. Je vais maintenant vous donner un deuxième exemple. Cette fois, on va être sur un testeur. Le testeur, voilà, donc on va dire, on est dans un logiciel un petit peu fait à l'ancienne, avec une no-régression essentiellement manuelle. Et effectivement, ce testeur, il passe ses soirées à passer la no-régression à la main. Surtout quand on est, on va dire, en fin de cycle de développement, en fin de cycle de release, donc on veut sortir la release, donc un peu chaque jour on corrige des bugs et puis le soir on essaie de trouver à nouveau s'il y a des bugs. Voilà, donc il passe ses soirées à trouver des bugs, il passe ses journées à aller voir les développeurs et à les harceler, qui en ont un peu marre d'ailleurs, genre non mais il y a ce bug là, ça c'est pas possible, il faut le faire marcher, etc. Et puis effectivement quand arrive le soir, il est reparti pour un tour de nos régressions à la main. Et il y arrive, effectivement, à la fin, on arrive à sortir des releases qui sont plutôt propres. À quel prix, c'est un autre débat.
Mais voilà, il y arrive. Et le pire dans tout ça, c'est le manager qui arrive et qui chaque jour lui demande, bon, bah c'est bon, il n'y a aucun bug. Et il lui demande pas, est-ce que pour lui, c'est risqué de sortir en prod? Non, il lui demande, est-ce qu'il n'y a aucun bug? Est-ce que tu me garantis qu'il n'y a aucun bug? Il lui met presque en jeu son poste, quoi. Est-ce que tu es prêt à miser ton job par rapport à cette mise en prod? Et il joue le jeu, il le fait. Et tous les jours, il reteste, il harcèle tout le monde, etc. Voilà. Donc la release est un succès grâce à ce testeur. Autre exemple, plus tech lead, voilà, un développeur assez senior qui va encadrer les autres développeurs, qui se retrouve avec effectivement une bande de développeurs dont c'est pas vraiment la passion, que c'est juste de finir le taf et de passer à autre chose. Mais lui, il laisse rien passer, ce tech lead. Lui, il travaille, bah voilà, donc selon le type d'outil qui est utilisé, chacun doit soumettre son code via des pull requests ou des merge requests, et lui, il veut tout valider, tout passe par lui. Et à chaque fois, il s'en assure. Et il passe ses journées, en fait, à valider, à regarder les pull requests, les merge requests de tout le monde, à aller voir les personnes, hein, à leur dire, non, non, mais ça, c'est pas bien, il faudrait le faire comme ça, etc. Voilà, bon, ça les gonfle un peu, hein, les autres. Les autres lui disent, non, mais ça va, quoi, c'est bon, lâche-moi, là, le code, il fait le taf, c'est bon, qu'est-ce que... s'en fiche, quoi. Et en fait, bah ouais, il passe ses journées comme ça à faire les revues de code et à expliquer à tout le monde comment il faut le faire autrement. Puis bah, en fait, il passe ses soirées à réécrire. Il refait tout. En fait, en prod, il n'y a que son code. Parce qu'il laisse rien passer, il refait tout. Et effectivement, il a peut-être raison. Parce que quand il prend des vacances, et là qu'il revient, ah bah là, il y a plus son tampon sur tout ce qui est fait et c'est la catastrophe. Il faut qu'il rattrape tout à son retour de vacances. Donc, voilà, un héros encore. Autre exemple de héros, l'administrateur système. Quelqu'un qu'on ne voit pas, dont on n'entend jamais parler, et qui pourtant porte les serveurs à bout de bras. Et le seul moment où on entend parler de lui, bah, c'est quand il y a un vrai problème qu'il n'a pas réussi à gérer, justement. Parce que quand je dis qu'il les gère, hein, c'est vraiment n'importe où il va, il a toujours son ordinateur, son téléphone, et puis dès que là, il y a une file qui est pleine, tac, tac, il se met dessus, il la vide, il fait une manip, il gère le truc, il gère les serveurs. Mais personne ne le voit. Le seul moment où on le voit, c'est effectivement, il y a eu un problème. Et là, par contre, il y a une grosse réunion avec tous les directeurs, tous les patrons, tous ces managers autour de lui. On demande comment ça, la prod est tombée. Mais c'est inacceptable. Alors que, mis à part cette fois-là où il n'a pas réussi, il passe son temps à tenir à bout de bras les serveurs tout seul, alors qu'on ne lui en donne pas vraiment les moyens. Puis en vrai, toutes ces soirées et week-ends qui passent sur les serveurs, c'est des astreintes, mais qui sont officieuses, voire spontanées. On ne lui a pas forcément demandé. Donc ouais, c'est grâce à lui hein, qui marche ces serveurs. Hein. Et le seul moment où on lui en parle, c'est pour lui tomber dessus. Un autre portrait de héros, ça peut être le Scrum Master aussi, qui accompagne une équipe, voilà, qui est censé avoir des process, une definition of done pour être très rigoureux sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on les a fait. Lui, il aime bien s'appeler, hein, c'est je suis la bonne conscience de l'équipe. Bon, c'est quand même un peu usant. L'équipe, en fait, elle s'en fiche, hein, elle en a rien à faire. Et c'est un peu toujours la même histoire. Ouais, vous avez fait le code, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez testé? On s'en fiche, c'est bon, quoi. On a fait le truc, on l'a poussé, puis voilà, quoi. Il se retrouve à tester, voire parfois à bidouiller un peu des éléments de config, etc. Et si je le fais pas, personne va le faire. Et quelque part, effectivement, quand il part en vacances, il a une équipe qui tourne à peu près. Quand il part en vacances, quand il revient, tout s'est effondré. Voilà. Alors pour terminer cette galerie de portraits, on va parler aussi un peu de consultants. Cette fois, le consultant agile. Voilà, le coach agile, le transfo agile, là, qui vient, qui aide une organisation à mettre en place donc une nouvelle organisation, une nouvelle manière de travailler. Et puis bah, qui veut s'en aller. A priori, on est là pendant 6 mois, 1 an, le temps de mettre les choses en place, puis après on s'en va, on rend les clés de la maison. Mais non, le patron, il lui dit non, 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 mais tu peux pas partir là. Tu peux pas partir. Les équipes, elles sont pas encore autonomes. Il faut que tu restes avec moi. Il faut que tu restes avec nous pour nous aider. Là, je les vois. Les équipes, elles font mal leur daily, elles savent pas animer leur rétro, etc. Donc, on a encore besoin de toi. Et là, ouais, on a mis des choses en place, mais ils se sont pas encore appropriés comment on fait. Et cette fois, on va parler du consultant, mais plus technique, qui va arriver pour gérer un problème assez épineux,
mettre en place une nouvelle archi, un nouveau pipeline de build, etc. Avec un peu cette même idée de, voilà, maintenant qu'on l'a mis en place, on leur donne les clés et ils vont se débrouiller. Et ça va être génial vu qu'ils ont une super solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, le patron, il leur dit, non, 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 s'il vous plaît, restez encore un mois ou deux là, le temps qu'on s'approprie votre solution. C'est pas vous, hein, le problème, hein. Ce que vous avez fait, c'est génial. C'est nous, là, c'est nos gars, là. Mes gars, ils sont pas au top. Faut qu'ils apprennent. Ils sont un peu lents. Leur en voulez pas. On a besoin de vous, là. Restez le temps qu'il faut. C'est pareil, quand c'est, ouais, on a mis le truc en place. On a éteint le feu. Et maintenant? Alors, dans tous ces éléments-là, donc, qu'est-ce qui va caractériser tous ces héros? À chaque fois, c'est quand même des personnes qui sont douées, qui sont talentueuses, qui sont bonnes dans ce qu'elles font. C'est quand même assez souvent ou systématiquement des personnes qui sont des pompiers. Il y a des feux et ils éteignent ces feux. On voit un peu le lien quand ça se fait que d'avoir des héros, ça permet de faire marcher une organisation chaotique. C'est des personnes qui sont proactives. Premier exemple du développeur avec l'aspect post-it. Et il y arrive parce que ouais, il est proactif, il y a des choses à faire, il fait tout, etc. Le testeur, c'est pareil, hein, il y a des choses à faire, on le fait. L'administrateur système, c'est pareil. Voilà, les gens, ils prennent des initiatives et ils font que ça marche. C'est des personnes qui sont fiables, hein, globalement, quand ils prennent un sujet en cours, quand ils prennent un sujet, ils le portent et ils le portent jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça soit vraiment terminé. C'est aussi des personnes qui se retrouvent à gérer les problèmes, mais aussi gérer les problèmes des autres. C'est pas toujours eux qui... Enfin, parfois, il y a des personnes qui ont mal fait leur travail et faut que quelqu'un passe derrière pour le faire marcher. Voilà, le héros arrive, il fait ce qu'il faut, et c'est aussi ça. Et au final, c'est des personnes qui sont indispensables, tout simplement, et on ne sait pas vraiment comment faire sans elles, et puis ça se confirme de manière très simple, c'est aussi les personnes qui n'ont pas de vacances. Quand elles prennent des vacances, on le voit, tout s'effondre, c'est la catastrophe. Au final, soit on ne leur laisse pas vraiment prendre de vacances, on leur demande de rester dispo, etc. Soit d'eux-mêmes, simplement, ils se disent non, mais je peux pas, ils prennent pas de vacances, tout simplement. Et donc, une autre analogie pour expliquer tout ça, c'est Atlas, dans la mythologie grecque, effectivement, ce titan qui porte la voûte des cieux, lui seul, tout seul. S'il lâche, c'est la fin du monde. Et donc, il peut pas lâcher. Il est obligé. Il porte tout. Alors donc, on parlait des héros. J'ai envie de donner un point de vue un petit peu différent. Donc, comme je disais, une bonne analogie, c'est l'aspect pompier. Il y a des feux, ils arrivent, ils les éteignent. Ce sont des héros. Voilà, ils sont potentiellement accueillis en tant que tels. Merci, bravo, t'as encore sauvé le monde. Qu'à partir de là, on a envie de tirer un peu le train encore un peu plus et parler même des super-héros. Donc voilà, un exemple de franchise sur les Avengers. Donc bon, maintenant c'est à la mode. Je pense qu'il doit y avoir une nouvelle série ou deux qui sort chaque semaine sur Netflix sur un super-héros qu'on n'a pas encore fait ou qu'on fait un remake. Voilà, c'est cette image-là. Ils sont gentils, ils sauvent le monde, ils aident tout, grâce à eux, bravo, c'est génial, etc. Mais en fait, c'est peut-être pas la seule manière de voir les choses. Justement, alors j'ai parlé de Netflix. Si on parle de peut-être la série qui a le plus de succès chez son concurrent Amazon Prime Video, c'est The Boys. Le parti pris de The Boys, de la franchise The Boys, c'est au contraire de se dire, est-ce que les super-héros sont vraiment gentils? Est-ce que vraiment tous ces problèmes qu'ils résolvent, voilà, est-ce qu'ils viennent juste pour sauver le monde? Ou en fait, quelque part, est-ce qu'ils créent pas aussi les problèmes? Si on prend l'analogie du pompier, c'est le pompier sauveur et le pompier pyromane qui crée les feux. Voilà, dans The Boys, c'est totalement ça. Les super-héros qui sauvent le monde sont des enflures, font des opérations marketing, sont pourris, et au-delà de la bonne image qu'ils donnent, en vrai, la plupart des problèmes qu'ils corrigent, potentiellement, ils les ont créés eux-mêmes. Et voilà, dans ces héros qu'on retrouve dans nos entreprises, il y a potentiellement vraiment cette dualité-là entre ils sauvent le monde, mais parfois, c'est même eux qui ont créé les problèmes qu'ils vont résoudre. En tout cas, il ne faut pas grand-chose pour que ça s'arrête. Ça les arrange quelque part qu'il y ait ces problèmes. Ça les met en avant. Ils aiment le stress. Ils aiment le succès de « ouais, j'ai sauvé le monde, je suis important ». Alors bon, du coup, je pense avoir fait le point que d'avoir des héros et d'avoir une organisation qui repose sur ces héros, c'est plus un problème qu'autre chose. Donc maintenant, à quoi ressemblerait
un monde sans héros, justement, pour faire vers quoi on devrait aller plutôt au contraire. Et donc, alors, qu'est-ce qui caractériserait un monde sans héros? Déjà, ça serait peut-être ou probablement que tout ce qui est processus, manière de faire, manière de travailler, fonctionnerait à base de poke-yoke. Donc, de poke-yoke, hein, c'est le terme consacré dans le domaine du lean, du manufacturing, pour parler de détrompeur. Hein. C'est cette idée-là, si vous assemblez deux pièces, il y a une petite forme qui fait qu'on ne peut l'assembler que d'une seule manière. Donc, on ne peut pas se tromper. Si on s'est trompé, la pièce, elle ne tient pas, elle n'est pas assemblée. Voilà. Et en fait, ce concept-là peut être élargi à peu près tout et n'importe quoi, hein, y compris à des processus humains, à des processus logiciels. Un des exemples les plus flagrants, ça va être d'avoir une suite de tests de non-régression automatisée. On a touché à la mauvaise chose, un test vous le dit, non, t'as cassé un truc, etc. Voilà, si on n'a pas ça, c'est très compliqué en fait de se passer du héros qui sait tout. Alors qu'à l'inverse, quand on l'a, au final, on peut se tenter sur un peu tout et n'importe quoi. Tac, 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 on le branche. Soit on l'a mal mis, on le sait tout de suite et c'est pas grave. Soit on l'a bien mis et on le sait et on peut avancer. Un deuxième élément, c'est la formation continue. Parce qu'effectivement, généralement, le héros, il sait plein de choses et c'est le seul à le savoir. Donc, on se pose vraiment la question, comment on fait pour que les personnes aient les infos? C'est la gestion de la connaissance. Hein. C'est comment on fait qu'une personne à peine arrivée, on lui donne bien toutes les billes, on la fait bien monter en compétences. Et par la suite, on continue de se former, de faire la veille, de rester au top, etc. Un autre élément, c'est chacun prend ses responsabilités. Et oui, parce que le héros, il redresse les problèmes, ce que d'autres gens n'ont pas fait potentiellement. Donc, c'est vraiment très important que chacun prenne ses responsabilités, assume, fasse sa part des choses. On va vouloir évidemment de l'amélioration continue, et l'amélioration continue à tous les niveaux. Donc, tous les niveaux, c'est-à-dire que pas uniquement à un niveau simplement résolution de problème, il ne sait pas pourquoi la prod est tombée, voilà, bon, etc. Mais à un niveau presque méta, c'est-à-dire que au-delà d'améliorer les process, le process d'amélioration de process, lui aussi, on doit l'améliorer. On doit aussi se poser la question de comment on fonctionne au global, comment on s'améliore et qu'on améliore notre manière de s'améliorer. Et puis, le dernier point, d'avoir une culture managériale saine. On retrouve ça, en fait, hein, dans le fait d'avoir des héros. Et c'est typiquement quand on fait de la politique, hein, l'inverse d'une culture managériale saine, ça pourrait être la politique. Quand on fait de la politique, on est très heureux d'avoir des héros. On est très heureux d'être soi-même indispensable, irremplaçable. C'est ce qui nous rend important. C'est tout l'inverse, en fait, ce qu'on veut. Alors, et au final, dans tous ces éléments-là, moi, je vois un peu un fil conducteur. C'est qu'il y a un peu cette notion d'excellence et comment on va construire une culture de l'excellence. Ce qui nous amène donc à l'autre partie du titre de la session. Donc là, maintenant, on va regarder un peu à quoi ressemblerait ce monde sans héros avant de revenir sur cette notion de culture de l'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sur le principe d'avoir donc des process à base de poke-yoke, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est d'avoir des tests auto, ça change la donne. On aurait par exemple un sujet sur lequel il faut travailler, un sujet très pointu, mais l'expert n'est pas là. L'expert n'est pas là, donc ça va devoir être quelqu'un d'autre qui le prend. Alors, il peut être pas là pour plein de raisons. Hein. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est juste en vacances, peut-être qu'il est sur un autre sujet qui est plus important. Donc, naturellement, on voudrait que quelqu'un d'autre s'en charge. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va se jeter à l'eau. Voilà. Elle va prendre le code, le produit, et elle va le bidouiller, et elle va voir ce qui se passe. Voilà, elle va se dire, il se passe quoi quand je touche à cette valeur? Ça marche pas. Voilà. C'est libérateur, en fait. On peut toucher à tout et n'importe quoi sans risque que ce soit grave, qu'on casse tout. Et sachant que ce mode de fonctionnement-là, quand on pense à une organisation type passage à l'échelle avec des feature teams, ça devrait être la base. C'est-à-dire que quand on a une feature team qui doit travailler sur une fonctionnalité qui va toucher à des composants qu'elle ne maîtrise pas encore, il faut bien qu'elle monte en compétence dessus, justement. Et donc, on est exactement dans cette même situation-là. Et si on se retrouve en situation de « Ah ouais, mais non, mais on peut pas, là. Ce bout de code-là, on peut pas y toucher tout seul. Il nous faut l'expert, il nous faut machin. »
le modèle même de feature team et de passage à l'échelle s'effondre. Alors, dans le même thème, on va avoir cette fois plus sur tout ce qui va être outillage, script de build, par exemple. Et là, bah, effectivement, le build, il va échouer. Et quelqu'un, ça se trouve, c'est le nouveau, c'est le dernier qui est arrivé dans l'équipe, il reçoit le mail, puis il dit « Ah, bah, le build, il a échoué. Ah, bah, c'est bien, dans le mail, là, j'ai déjà la liste des causes possibles, il me dit quoi regarder, bah, donc j'y vais, je regarde, je débug. » Voilà. C'est aussi ça, quelque part, le Poké-Yoke, c'est on va donner l'information directement utilisable au bon endroit, au bon moment. Et dans ces conditions-là, ben, ouais, on n'est pas face à un script qui échoue, et là, il nous faut l'expert qui l'a mis en place, qui sait toutes les causes possibles, toutes les subtilités. Non, ben, on l'a écrit, en fait. Quand le script, il échoue à ce moment-là, ça veut dire ça, ça ou ça. Voilà, maintenant, regarde et avance. Et cette manière d'intégrer la documentation dans le process le rend abordable, le rend utilisable. On va regarder maintenant l'aspect formation continue. Et ben voilà, donc on a un nouveau qui rejoint l'équipe. Forcément, il connaît rien, il débarque. On a l'option habituelle de le laisser galérer tout seul dans son coin pendant 2 mois, pour ne pas occuper les autres, évidemment. Ou alors, pourquoi pas, on pourrait faire l'inverse. On aurait un de ses collègues, peut-être le tech lead, qui va arriver, qui va dire, écoute, comme tu es nouveau, on va travailler ensemble en binôme pendant tes 2 premières semaines. Voilà, on va tout faire ensemble, tout. Et voilà, et en 2 semaines, il est opérationnel. En 2 semaines, il a tout appris. On lui a passé toutes les clés. Et je ne suis pas sûr qu'on ait tellement ralenti l'autre personne au final. Parce que c'est peut-être juste son travail habituel qu'on a fait pendant 2 semaines, mais qu'il a fait en binôme. Tout simplement. Et ça, on le voit bien, le héros qui a envie de garder la mainmise sur ce qu'il maîtrise, il va être moins à l'aise avec ça. Genre, ah non, quand même. Non, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis par la suite, parce qu'il faut organiser la veille ensuite. Et je vais vous donner un exemple. Alors pour cette fois, je vais vous parler de Safe. Donc Safe, c'est un des modèles dit de passage à l'échelle. C'est même d'ailleurs le plus populaire en France, il me semble-t-il. Donc je vais utiliser les termes que je vais vous expliquer ensuite. Donc il y a une personne de cette organisation Safe, un développeur peut-être, et qui vous explique, chez nous, dans notre implémentation de Safe, le RTE, donc le RTE qui est on va dire, qui est un peu le Scrum Master, le super coach agile de l'ensemble du système pour que ça fluidifie. Le RTE, il organise un hackathon durant chaque sprint IP. Alors, sprint IP, il faut se dire en Safe, en gros, on fait des méga itérations de 10 semaines, découpées en plus petites itérations de 2 semaines. Normalement, la 5e et dernière itération de 2 semaines, elle est particulière, c'est le sprint IP, qui doit nous servir à planifier la suite, parce que 10 semaines, ça ne se prépare pas en claquant des doigts, et aussi à faire de l'innovation, à réparer les trucs dans les coins, à souffler un peu, etc. Voilà. Donc là, chez eux, c'est ce qui se passe. Voilà. Quand c'est ce dernier sprint un peu spécial, il y a un hackathon. Et voilà. Et c'est à ça qu'il sert, ce sprint IP. Il sert à faire de l'innovation, à réfléchir, à améliorer des trucs dans les coins, à innover, à faire sa veille, à souffler. Ça devrait être comme ça entre nous, je pense, Safe. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu ça. C'est malheureusement pas ce qu'on croise le plus, mais c'est comme ça que ça devrait se passer, à mon humble avis. Et donc là, on intègre cette dimension formation continue dans le quotidien. Alors, sur le thème de chacun prend ses responsabilités. On va imaginer, cette fois, on a une équipe donc qui gère un produit, qui le sort en prod, etc. Et puis, il y a des problèmes, il y a des vrais problèmes avec des utilisateurs qui sont bloqués, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles ont besoin, etc. Et là, en fait, la dynamique d'équipe qu'on va avoir, plutôt que de se dire finalement, c'est pas mon problème, moi j'ai sorti mon code et puis c'est tout. Non, il y a une vraie prise de conscience que ce qu'il crée, ça finit entre les mains d'utilisateurs et que ces utilisateurs-là, ils en dépendent en fait. Ils utilisent ça pour accomplir des tâches, parfois pour faire des choses graves ou importantes, et ils sont bloqués. Et donc, il y a une vraie mobilisation de l'équipe autour de ça. Voilà. Et les gars, là, il y a des vraies personnes qui dépendent de nous. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment important. Il y a un vrai impact sur les personnes. Donc là, on voit d'ailleurs toute l'importance du sens de ce qu'on fait. Et voilà, on doit quelque chose à nos utilisateurs. Et quand on dit ça, on va retrouver aussi toute la philosophie du software craftsmanship sur l'aspect, oui, on est là pour rendre un service. On n'est pas là pour créer du code ou un produit, c'est le service que donne ce produit.
Et toujours sur ce thème de chacun prend ses responsabilités, on va cette fois regarder sous l'angle plus interne à l'équipe. Donc on va être sur une équipe qui a certaines difficultés, on va dire il y a un de ses membres qui joue pas le jeu, voilà, qui joue pas le jeu, qui est pas motivé, qui est peut-être juste dans une mauvaise passe, hein, mais ça le fait pas, ça coince, il joue pas le jeu de respecter les process que l'équipe s'est donné, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben plutôt que de le passer sous le tapis, de juste se dire ouais ben ça reste toujours compliqué avec lui, mais tant pis on fait avec. Non, l'équipe elle va se réunir et elle va lui dire clairement ses cas de vérité. Elle va lui dire non, ton attitude c'est juste pas possible. Tu fais partie de notre équipe, tu nous dois des choses. Tu dois aussi des choses à ton équipe. Tu dois pas juste des heures à ton employeur qui te paye. Tu dois aussi des choses à ce collectif. Tu dois des choses à ton équipe. Nous, notre équipe, elle marche pas à cause du comportement que tu as là. C'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu nous dois quelque chose. C'est ça aussi. Chacun prend ses responsabilités et chacun remet les autres personnes au pied du mur face à leurs propres responsabilités. Sur l'amélioration continue à tous les niveaux, j'ai envie de vous parler de SAFe à nouveau. Parce que donc en SAFe, hein, encore une fois, quand on fait ces PI, donc ces incréments de 10 semaines, à la fin, normalement, je précise normalement parce que parfois il y a des implémentations de SAFe qui oublient de le faire, à la fin, il doit y avoir tout un meeting où on se retrouve, où on fait l'équivalent d'une rétrospective pour améliorer le système dans sa globalité. Et là, on va se retrouver face à une implémentation de SAFe où une des personnes nous explique, lors de la dernière rétro de PI qu'on a fait, on a sérieusement envisagé d'arrêter SAFe. C'est-à-dire que pendant cette réunion d'introspection et d'adaptation à un niveau global de tout le système, on ne s'est pas interdit en fait de dépasser le framework. Le framework qu'on utilise, il nous aide, il nous sert, il ne nous enferme pas. Voilà. C'est peut-être un très bon outil, c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut ou ce qu'il nous fallait. Mais maintenant, dedans, on intègre le fait aussi qu'on va challenger la manière même profonde de comment on travaille et de comment on se structure pour aller plus loin. Et voilà, c'est la culture de l'excellence. Je vais y revenir. On y retrouve ça. C'est comment on va toujours plus loin. Et pour terminer avec le thème de la culture managériale saine, on va avoir une situation. On va avoir une situation entre un développeur logiciel et son manager. Alors le développeur logiciel, je vais vous tracer le portrait le plus cliché du monde, cliché assez négatif. Hein, voilà, on imagine. Il a fait de la technique toute sa vie, c'est ça qui l'intéresse, il est assez renfermé, pas très social, etc. J'en rajoute, hein, la grosse barbe, bref. Et pourtant, il a envie d'évoluer, il a envie de passer à autre chose. Et quand il l'annonce à son manager, qui dit ouais, moi j'aimerais bien passer côté produit, quoi, quand même. Son manager, plutôt que de lui dire, plutôt que d'être embêté, parce que évidemment, ce développeur en plus, il est très bon. Il est très bon et on le sent, il crée énormément dans l'entreprise, il a énormément de valeur. Plutôt que d'être embêté de perdre un de ses meilleurs éléments dans le développement, il lui dit écoute, aujourd'hui, tu corresponds peut-être pas forcément aux critères canoniques pour passer côté produit, donc ça va être peut-être compliqué, mais c'est pas grave, viens, on va y réfléchir ensemble, on va définir un plan d'action pour que ça se fasse, pour que tu réussisses à passer côté produit. Voilà. C'est bien les personnes qu'on met en avant. Il veut faire quelque chose, comment on l'accompagne pour que ça arrive? Et plutôt que simplement se dire aïe, comment je vais faire pour gérer mes ressources si j'ai plus mes rouages habituels, va falloir que je les remplace, etc. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'autre option parce que si on pipote la personne pour lui dire non, mais il faut que tu restes dans ta case, t'es très bien comme ça, il va se passer quoi? Enfin, soit il va partir, soit il va juste être démotivé, il va faire du mauvais travail. Donc, c'est pas une option en fait. On est bien obligé d'acquiescer son envie et de l'aider à accomplir son rêve, tout simplement. On peut même le pipoter, hein, lui dire non, mais ouais, on va voir dans un an, etc. Mais c'est pareil, ça marchera pas indéfiniment. Il va se rendre compte que c'est hypocrite qu'on le manipule. Il n'y a pas vraiment d'autre option que de prendre en compte la santé, le bien-être des collaborateurs et plus globalement, voilà, l'efficacité de chacun est plus important que c'est là où on veut aller nous-mêmes, en fait, notre propre stratégie. Parce qu'effectivement, en tant que manager, dans une équipe qui tourne bien, ça nous met en avant, mais ça passe par le bien-être de chacun.
Alors, maintenant, du coup, je vais vous parler, quand je vous disais, je fais le lien entre tout ça et la culture de l'excellence. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors déjà, l'excellence, finalement, c'est quoi? L'excellence, ça va être de manière assez naturelle, hein, on va assez vite l'associer à la notion de qualité. Voilà, bien faire son travail. Et en fait, pour moi, quelqu'un qui a compris qu'est-ce qu'on entend par cette notion de qualité, c'est une personne qui va être consciente que, en fait, pour aller vite, le chemin le plus rapide vers la destination, bah, c'est le chemin où on fait bien les choses. Voilà. Quand on bricole, quand on prend des raccourcis, etc., on le paye, et au final, non, c'est pas plus rapide. Voilà. Donc, on n'a pas le choix, en fait. C'est une idée préconçue de se dire que la qualité, ça coûte cher. Non, si on fait mal, ça va nous coûter plus cher que si on le fait bien. Voilà. Donc, l'excellence, bien faire les choses. C'est aussi d'avoir toujours l'utilisateur en tête, l'utilisateur ou le client, qui est quelque part une autre forme d'utilisateur. C'est bien pour eux qu'on le fait. C'est eux qu'il faut qu'on ait en tête, c'est pour eux qu'on travaille. Et ça doit toujours être au cœur de nos préoccupations. Et puis évidemment, le dernier point, c'est une remise en question perpétuelle, en permanence, de tout ce qu'on fait, et à tous les niveaux, encore une fois. Et c'est aussi cette conviction que c'est ça qui va nous amener à être efficace. Si on peut faire le lien avec l'empirisme, on va être super efficace, non pas parce qu'on a très bien planifié ce qu'on va faire, ou parce qu'on a réfléchi en amont des super process, mais plus parce qu'on a avancé, on a testé des choses, et on les a challengées, on a vu ce que ça donnait, et on a adapté à chaque fois. Voilà, l'excellence. Maintenant, la culture, donc pour faire la culture de l'excellence, qu'est-ce qu'on entend par la culture? Déjà, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il va être, cette excellence, elle doit être pérenne, elle doit se transmettre. C'est cette idée-là que, effectivement, quand un nouveau arrive dans l'entreprise, on a cette culture qui existe, qui va l'absorber. Voilà. Et il va être embarqué. Et il va accepter, appliquer lui-même cette culture de l'excellence, et va à son tour la reproduire. C'est-à-dire qu'à son tour, il pourra accueillir des nouveaux et leur communiquer à eux aussi cette excellence, cette manière de faire, et à nouveau, que ce soit la culture qui se reproduise. Par culture, on entend aussi tout ce qui va être plutôt que pratique, à un niveau valeur, état d'esprit. C'est-à-dire que finalement, l'excellence, on voit ce qu'on veut atteindre, mais les moyens pratiques de le faire, de l'atteindre, il y en a plein différents, et ils peuvent varier avec le temps. Ça ne nous empêche pas d'aller toujours vers l'excellence en tant qu'objectif. Voilà, on est toujours à ce niveau, état d'esprit. Et puis, dernier point, c'est quelque chose qui va être partagé et qui va rassembler tout le monde. Ça, c'est assez important. Ça doit être quelque chose qui nous unit, qui nous emmène dans une direction commune. Et finalement, quand on regarde tout ça, voilà, par exemple, le Lean, mais aussi Agile, Software Craftsmanship, on retombe toujours sur ces mêmes sujets-là. On pourra en rajouter d'autres, on pourra rajouter du DevOps ou ce qu'on veut. Enfin, tous ces éléments que j'ai décrits là, on les retrouve. Voilà, il faut bien faire le travail, il faut penser à l'utilisateur, il faut s'améliorer en permanence. C'est des choses qu'on va retrouver dans tous ces mouvements qu'on promeut. Et donc voilà, on parle toujours de la même chose finalement. Alors, parce que bon, là c'est bien beau, je vous ai parlé de tout ça. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, mais bon, vous allez peut-être me dire, maintenant, Jean-Pierre, comment on fait? Parce que tu es bien gentil, mais voilà, comment on avance? Et effectivement, je pourrais vous parler de plein de choses différentes qui existent sur le thème, sur le sujet. Mais j'ai envie de dire, il y a déjà plein de gens très bien qui en parlent et qui en parlent très bien. J'ai pas envie de rentrer dans tous ces sujets-là. J'ai envie de vous donner peut-être juste un seul conseil. Ce conseil, ça serait tout simplement écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que l'excellence, c'est quelque chose qui est naturel en fait. On a ça en nous. Par défaut, on veut bien faire le travail. Et voilà, donc ça c'est vraiment important. Et c'est un peu cette idée-là de, vous savez, on a sur chaque épaule, on a le petit ange et le petit démon. Écoutez votre petit ange, voilà, celui qui vous dit non mais là, t'as bricolé le truc, c'est pas possible, c'est pas raisonnable quoi.
Comment tu as pu faire ça? Écoutez-le, écoutez cette petite voix, écoutez l'ange et allez au bout. Allez au bout. Vous avez ça en vous. L'excellence, vous avez ça en vous. C'est naturel. Il faut y aller. Et puis finalement, à l'inverse, les autres personnes avec qui vous interagissez, tenez leur rigueur en fait. Tenez leur rigueur aussi de l'excellence qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire que quelque part, faites un peu leur bonne conscience ou voilà, faites-leur dire bah non mais toi aussi écoute ton petit ange, ton petit démon. C'est pas possible là ce que tu fais, c'est pas raisonnable. Prends du recul. On n'est pas très loin de parler des notions d'éthique. Hein. C'est construisez votre propre éthique, respectez-la et rappelez aux autres ils ne la respectent pas. Non, non, aidez-les à faire le même chemin que vous. Et parfois même, ça peut même aller jusqu'à, entre guillemets, jouer au con, quoi, hein, avec les règles, etc. Non, non, mais attends, on a dit que le truc, il devait sortir comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Voilà, donc, tenir rigueur aux autres. Et puis, le dernier point, c'est que vous changez votre propre attitude, parce que ce qu'on a envie aussi souvent, ça va être de changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres. Par contre, vous pouvez changer votre propre attitude, et cette attitude-là peut influencer les comportements des autres. Et là, on parle, par exemple, justement, soyez exemplaire. On dit appliquer l'excellence, tenir rigueur aux autres, c'est ça. C'est vous soyez exemplaire et montrez-le aux autres. Ça, c'est un peu avoir un véritable impact pour leur dire non, mais tu vois qu'on peut faire les choses autrement et tu vois que c'est pas raisonnable de mal faire les choses. Non, non, il faut. Après, évidemment, il faut quand même nuancer. Prenez votre temps, ça va être long. Armez-vous de patience. Voilà, ça forcément, ça va être le le chemin peut être long. Mais vous n'avez pas vraiment d'autre option. Et à tous les niveaux, même si vous êtes tout en bas de la pyramide organisationnelle, faites votre travail bien. Et quand votre manager vous demande de faire le travail mal, ou se fiche de vous, hein, je redonne l'exemple du manager qui vous traite comme une ressource plutôt que comme un être humain, tenez-en lui rigueur. C'est juste pas acceptable. Et donc voilà, c'est ça. Comment vous créez cette culture de l'excellence? Déjà, soyez excellent vous-même. Alors je dis vous, mais ça va être aussi au niveau plus global, hein, en termes d'équipe aussi. Hein. Écoutez-vous en tant qu'équipe. Et partagez ça. Montrez l'exemple, encore une fois. Ça va permettre d'avoir cette culture qui se construit, qui se transmet, qui est pérenne, qui est partagée, qui rassemble tout le monde. Et ce qui nous permettra d'atteindre donc ce monde sans héros où effectivement, les processus, quand on les utilise, on ne peut pas se tromper. On a mis dedans les informations qu'il faut, on a fait le nécessaire. Les tests automatiques, c'est très important. Toute la dimension formation continue. Comment on accompagne les nouveaux, comment on se ménage du temps pour rester au top en permanence, etc. Chacun prend ses responsabilités. Là, on est totalement dans le tenir rigueur aux autres. Vous-même, soyez exemplaire et demandez aux autres de l'être aussi. L'amélioration continue à tous les étages. Voilà, encore une fois, c'est y compris au niveau process global. La manière dont on travaille doit aussi être challengée. La manière dont on s'améliore doit aussi être challengée. Et construisez cette culture managériale saine de voilà comment les choses doivent se passer. Il n'y a qu'une seule manière que ça se passe bien. Et vous le savez au fond de vous, encore une fois. Voilà. Et ce qui nous emmène à la fin, et on va pouvoir passer aux questions. Normalement, il y en a. Vous avez écrit pas mal de choses, j'ai pas trop lu. Hop. Merci beaucoup Jean-Pierre. Cette culture des héros, hein, c'est super bien. Les héros, c'est dans les films, mais on entend tous parler. On s'est tous retrouvés un petit peu dans cette conf. Je vais inviter les participants dans l'onglet à droite, dans la partie droite de l'écran, il y a un onglet qui s'appelle Q&A pour les questions. Donc vous pouvez soit poser des questions, soit voter pour des questions déjà posées, pour faciliter le choix par Jean-Pierre pour pouvoir les dépiler, les lire dans l'ordre d'importance pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions et voter pour celles qui sont déjà posées. Oui, donc je les vois. Je les prends du coup? Vas-y, tu peux. Alors je vais commencer par celle qui est la moins votée. Non, par celle de Cécile qui est assez
Voilà, c'est effectivement cette image de est-ce que c'est pas un peu caricatural, le pompier pyromane? Voilà, il y a aussi les héros dévoués qui aiment prendre des vacances, qui essayent de transmettre leurs connaissances, parfois les pompiers fatigués. Oui, il y a les deux. Il y a les deux et la frontière est pas toujours très claire hein, entre. Je dis pas que les héros sont tous des pompiers pyromanes. Je dis qu'il y a les deux. Il y a des héros qui le sont parfois un peu malgré eux et qui savent pas s'en dépêtrer. Mais il y en a où parfois consciemment, parfois inconsciemment, ouais, ils sont dans la posture de pompiers pyromanes et voilà. Et en fait, ils n'ont pas envie de perdre leur place et ça leur. C'est pas toujours rationnel hein, d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont envie de garder ça et donc c'est des vraies choses qui arrivent. Donc voilà. Après, je dis pas que c'est systématiquement ce qu'on voit, mais voilà, il y a des nouveaux qui rejoignent dans l'équipe et on prend pas le temps de les mettre à niveau où on leur dit non, ce sujet-là, c'est que moi qui gère. T'es sûr que tu veux pas, etc. Non, c'est moi. Avec même des situations où finalement, il y a même déjà l'équipe a été au niveau global, on est au courant qu'il y a ce problème-là. Et finalement, les managers vont embaucher déjà une nouvelle personne qui va changer la donne. Et pourtant, cette personne-là, elle arrive, le héros, il renvoie il l'envoie paître. Non, ce sujet-là, je le maîtrise. Non, t'es sûr, tu veux y aller? Moi, je suis déjà expert, machin et tout. Non, c'est bon, je gère. Il n'y a que moi qui y touche. Et il veut pas lâcher la main. Et donc, là, la frontière est pas si évidente entre les deux. Voilà. Alors, du coup, il va falloir que je réponde quand même à ceux qui sont plus votés. Donc, de Céline Morin, comment convaincre le management que la culture de l'excellence est un bon investissement? Écoutez vous-même, c'est le seul conseil que j'ai donné. En fait, c'est le coût. Alors, si on parle des managers, comment dire, il y a ceux où ça va être très compliqué parce que le manager est lui-même dans la posture de héros. Par exemple, parce qu'il est peut-être qu'il fait de la politique ou etc. Et ça, on va le recreuser. Le manager qui veut pas lâcher la main, qui se retrouve à se dire voilà, là il y a un problème en prod. Ok, qui le gère? Toi, tu le gères, etc. Lui-même se positionne en héros plutôt que de laisser la main aux équipes qui vont y arriver très bien. Donc lui-même en héros. Donc là, on peut agir toujours sur ces mêmes critères de est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des vacances? On peut essayer de lui faire prendre conscience que finalement, il y a des actions qu'il prend qui sont un peu superflues, voire inutiles. Après, s'il est dans une dynamique plus saine, faut parler argent en fait. Parce que quelque part, c'est marrant quand on parle avec nos amis canadiens, québécois, eux, managers, ils appellent ça gestionnaire. Donc c'est ça en fait. Manager, tu es là pour gérer l'entreprise. Donc faire qu'elle rapporte de l'argent. Et typiquement, mal faire le travail, en fait, normalement, vous avez des KPI ou sinon il faut les mettre en place. Non, mais ok, on a sorti une feature en 2 jours, mais combien ça nous a coûté après coup de reprendre, de gérer les problèmes en prod, etc., etc., etc. Ça, si vous commencez à mettre un coup dessus, ça peut peut-être provoquer des déclics, de dire oui, non, mais on aurait travaillé une semaine, 2 jours, on n'aurait pas eu à payer 2 mois après coup à redresser le truc. Donc, il y a un peu de ça, et c'est pareil pour tout, pour l'onboarding des nouveaux. C'est l'exemple que je donnais. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir un nouveau qu'on paye pendant 2 mois à concrètement rien produire de bien? On jette tout ce qu'il a fait pendant les 2 premiers mois, plutôt que de passer 2 semaines en binôme où on n'est pas tellement ralenti. Au bout de 2 semaines, il est opérationnel. Donc, de toute façon, c'est un peu la langue universelle, hein, ça reste, c'est l'argent. Voilà, l'argent. Et voilà, donc. Et après, il y a le cas de figure, comme je l'ai dit, où là, par contre, le héros, il est en posture de héros, ou s'il fait de la politique, c'est compliqué après. Si vraiment vous êtes dans une relation où, de toute façon, c'est complètement vérolé, vous pouvez pas faire beaucoup mieux que être droit dans vos bottes. Quand je dis, écoutez-vous, voilà, fixez-vous votre propre éthique. Non, mon travail, je le fais bien et j'accepte pas autrement. Et si ça ne peut vraiment rien changer, c'est peut-être juste que vous devriez aller ailleurs, en fait. Voilà pour cette question. Et donc, du coup, la deuxième à 24 votes. Comment faire quand le marketing, commerce ou même la direction ne laisse pas aux équipes de faire les choses bien? Donc, ça va rejoindre un peu tout ce que j'ai dit jusque-là. Il y a quand même une dimension où souvent, on donne le bâton pour se faire battre.
Alors, ça va être un grand classique. Hein, c'est est-ce qu'on fait les tests? En fait, la question ne devrait pas exister en dehors de l'équipe de est-ce qu'on fait les tests. C'est juste, faut les faire, on les fait. Pourquoi est-ce qu'on a demandé, pourquoi on a communiqué qu'il y avait des tests à l'extérieur? Pourquoi on pose la question? Parce que quelque part, quand on le fait apparaître sur la roadmap ou sur un document ou même sur notre board, c'est bien qu'on pose la question de est-ce qu'il faut les faire. Donc quelqu'un pourrait arriver et le challenger. Non, non, mais les faites pas. Donc, du coup, c'est presque un peu paradoxal puisqu'effectivement, la transparence, c'est une des valeurs de Scrum et c'est important. Mais potentiellement, sur bien faire le travail, ça ne regarde pas le reste du monde. Et vous le faites bien et c'est tout. Et si on vous met dans une situation impossible, eh ben, parce que c'est ça ce qui arrive. Hein, quand à la fin, on vous dit juste, j'en ai rien à faire, mais ça doit sortir pour telle date. Et que donc finalement, quand vous sortez des estimations, tout inclus, pour bien faire le travail, qui rentre juste pas avant la deadline et qu'on vous dit juste j'en ai rien à faire, il faut que ça rentre, ben là, il faut surtout pas rentrer dans une posture de héros, qui est quand même le réflexe, hein, qui est de se dire ouais, je vais sauver le monde, je vais sauver la boîte. Non, 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 il faut plutôt vous rappeler cette phrase populaire, nul n'est tenu à l'impossible. Si on vous met dans une situation où c'est juste pas possible, ben ça sert à personne de le tenter quand même. Donc c'est et en plus, le pire dans tout ça, hein, c'est que si vous jouez le héros dans cette situation où on vous met face à l'impossible et qu'en plus vous y arrivez, probablement que ce sera au coup d'un début de burn-out, etc. Le pire, c'est que ce ne sera pas vous qu'on félicitera. En fait, vous êtes perdant dans tous les cas. Soit vous y arrivez, et déjà vous êtes perdant parce que vous êtes cramé, voire vous avez fait du code dont vous n'êtes pas fier, vous allez devoir payer par la suite. Et c'est le patron qu'on va remercier d'avoir mis en place un plan aussi audacieux et d'avoir forcé l'équipe à y arriver. Soit ça rate, et on vous dit ah non, mec, tu t'es engagé, là, on t'a donné une deadline, t'as dit OK et t'as pas réussi. Donc, en fait, voilà, nul n'est tenu à l'impossible. Et ne rentrez pas dans le jeu de allez, il y a une micro-chance que ça puisse le faire, etc. Non, non, et puis pensez à vous, protégez-vous, quoi. Avant tout, vous, dans tous les cas, ça vaut jamais la peine de vous cramer. Voilà. Je ne sais pas jusqu'à quand on fait les questions, je vais continuer. J'ai passé à celle de Bastien à 18 votes. Quand les héros sont malsains... Oui, allô Nicolas? Oui, tu as encore 4 minutes. Ok, 4 minutes, jusqu'à 10 heures. Donc, quand les héros sont malsains et qu'ils font tout pour rester en place, ils sont bien vus, ils ont du pouvoir, ils gardent la connaissance. On fait comment pour arriver à un monde sans héros? On revient toujours sur... Oula, oui, elle a été bougée. Un autre vote, tu es passé devant. C'est toujours la même chose. Déjà, soyez droit dans vos bottes. Et peut-être qu'il y a des fois où c'est mort. C'est mort. C'est pas que c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible d'en sortir. C'est que ça ne vaut pas votre propre effort. Ça ne mérite pas que vous cramiez pour que ça change. Pensez à vous dans tous les cas. Ne vous négligez pas. Et oui, il y a des organisations qui ne méritent pas qu'on se batte pour elles. Mais par contre, vous pouvez vous battre pour vos collègues, pour que eux, justement, ne fassent pas l'erreur de rester à combattre un truc qui est mort ou de les laisser partir. Quand vous pouvez être quand même la bonne conscience des gens qui comptent pour vous, en fait. Des gens pour qui vous dites non, non, mais toi, tu mérites mieux que ça, etc. Eux, ne les laissez pas se cramer, ne les laissez pas oublier simplement ce que c'est l'excellence. Et oui, à un moment donné, c'est triste, mais faut abandonner. Et en fait, vous avez mieux à faire dans votre vie. Après, s'il y a quand même une chance que ça change, comme je l'ai dit, l'exemplarité, bien faire les choses, ça peut vraiment faire son chemin. Et du coup, j'ai terminé sur la dernière. Donc, culture de l'excellence peut être parfois compris comme une culture des héros. Comment bien expliquer la différence? La différence, c'est que donc dans cette culture, déjà, il y a la notion de culture. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que ça limite si tout le monde dans la boîte est un héros, alors il n'y a plus de héros. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que si je reprends la description du début où tout le monde gère les problèmes des autres, si tout le monde est doué, si tout le monde est fiable, etc.,
alors ça va le faire. Alors on n'a plus le problème de certaines personnes sont indispensables, certaines personnes ne peuvent pas prendre de vacances, etc. Donc tout l'aspect positif du héros, quelque part, oui, fait partie de l'excellence, mais ce qui va changer la donne, déjà, c'est que ça va être une culture, c'est que ça va être pervasif, ça va être chez tout le monde. Donc du coup, on n'a plus les effets pervers des héros. Et ensuite, il y a quand même dans ces notions d'excellence le fait que c'est pas juste gérer les problèmes, c'est aussi on améliore le système dans sa globalité, on a une gestion de la connaissance, parce que dans l'ère des héros que j'écrivais au début, il y a aussi souvent le côté de je garde pour moi, je garde pour moi. Donc non, donc il y a vraiment une notion de partage, de gestion de la connaissance, de gestion des compétences, et voilà, et on met en place. Il y a une différence entre bien coder et coder avec des tests, quoi. Il y en a un qui est pérenne, et il y en a un, en fait, c'est pas l'excellence, en fait. Bien coder mais sans test, déjà c'est pas bien codé, en fait. C'est pas l'excellence. Voilà, j'espère avoir expliqué, et puis il est 10 heures. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était top. C'était... on manque un petit peu d'applaudissements à les personnes merci beaucoup. Très bien, je suis sûr que chez eux, les personnes ont applaudi aussi. Donc merci beaucoup. On va prendre quelques minutes de pause, mais avant ça, on va juste lancer les Pitch Fire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite présentation courte de 30 secondes à 1 minute qui va présenter les sessions de la matinée. Donc n'hésitez pas, regardez-les et donc ça va pas durer longtemps. Et les sessions, cette petite vidéo courte qui présentera les sessions là sera disponible sur une petite vidéo qui sera à gauche de la scène. Quand vous êtes sur le Rémo, à gauche de la scène, il y a une petite vidéo. Donc vous pouvez la revisionner. Donc on va la lancer maintenant, mais vous pouvez la revisionner plus tard. Merci Jean-Pierre, merci pour tout. Merci de nous avoir fait ce plaisir d'ouvrir Agile Bordeaux. Et c'est parti pour les Pitch Fire. Allez, merci à vous.